Produits structurés, comment trouver la formule gagnante? Existe-t-il une formule gagnante? C'est l'objet de notre atelier avec d'une part Pascal Schmitter. Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes responsable des partenariats CGP chez Crédit Mutuel IM. Tout à fait. Et puis à vos côtés, Jérémy Sayada. Jérémy, bonjour. Bonjour. Jérémy, vous êtes responsable du bureau de Paris de Kepler Chevreux. Exactement. Alors, avant d'essayer de répondre à cette question, produits structurés, comment trouver la formule gagnante? D'abord, j'aimerais que l'un et l'autre vous présentiez, mais brièvement, en moins d'une minute, l'essentiel qu'il faut savoir sur l'une et l'autre des maisons. Tout à fait. Qui se lance? Allez, oui, Pascal. On est chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Je suis chez Crédit Mutuel Investment Manager, la plateforme de distribution des entités de gestion du groupe. D'accord. On a, je dirais, 6 entités de gestion qui nous fournissent, dont une pour les produits structurés qui sera le sujet du jour. Et on profite de l'antériorité de 15 ans, quelques milliards d'encours sur le marché domestique du Crédit Mutuel CIC. D'accord. Et vous n'avez pas une création de marque? Il n'y a pas une nouvelle marque qui apparaît chez vous? Exactement, c'est un peu l'actualité. Donc Ouais. Jinko est né maintenant depuis quelques semaines. C'est le produit, la gamme destinée exclusivement au CGP, utilisant la signature du CIC. D'accord. Jérémy, qu'est-ce qu'on peut dire sur Kepler Chevreux? Kepler Chevreux Solutions, qui est la marque commerciale dédiée aux produits structurés, appartient au groupe Kepler Chevreux, qui est l'ancien agent de change, si on doit venir sur l'histoire, qui a été créé maintenant il y a plus de 20 ans. La marque commerciale a 10 ans aujourd'hui, ça va faire 10 ans qu'on accompagne nos clients partenaires dans un angle plus indépendant, puisque notre objectif, c'est vraiment de servir l'ensemble des contreparties des émetteurs que l'on a à notre disposition auprès de nos clients. D'accord. Alors, comment trouver la formule gagnante sur les produits structurés? Je pense que vous avez l'un et l'autre des idées concrètes, des exemples. J'aimerais qu'on revienne un peu, alors sans faire l'historique, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est revenu sur des produits structurés plus simples, plus lisibles qu'il y a 10 ou 15 ans. Où on avait des prospectus, mais juste incompréhensibles. C'est votre sentiment ou pas? C'est juste de le dire, et d'ailleurs, l'acte de naissance de Jinko en est la preuve. On veut être simple, compréhensible, évolutif. On veut, je dirais, rester axé sur des indices, des valeurs connues, du grand public, entre guillemets, sans être réducteur, pour que, je dirais, quel que soit le mouvement de marché, on puisse accompagner en pédagogie les mouvements de marché sur ces grandes valeurs connues par tout le monde. Donc, les sophistications, disons, sont pour nous, je dirais, d'un temps complètement révolu. On en a extrêmement peu pratiqué, puisqu'on est vraiment axé sur une pédagogie saine, disons, à partir d'un produit qui reste complexe, quoi. Jérémy, qu'est-ce que... Je pense que s'il faut compléter par une date importante, c'est 2010, lorsque l'AMF a créé la doctrine justement au niveau des produits structurés et a, je pense, contribué à cette simplification avec les enjeux de mécanismes qui ont été créés lorsqu'on fait de l'appel public à l'épargne. Je pense qu'il y a aussi des acteurs indépendants et on en a fait partie puisqu'on s'est quasiment construit post-crise, crise de 2008, et on a cherché surtout à simplifier les modèles et à utiliser de manière beaucoup plus saine cette classe d'actifs. Donc vous partagez cette conviction qu'on est sur des choses plus lisibles qu'il y a 10 ou 20 ans? On s'adresse à un public plus large. On a aussi, je dirais, une mission de pédagogie. Donc effectivement, pour que cette mission de pédagogie puisse être menée à bien, il faut rester sur des choses simples que le grand public comprend, quoi. D'accord. Bien que la mécanique reste complexe. Bon. Alors, on ouvrira un peu tout à l'heure le capot, mais en même temps, la cuisine interne, c'est important, on le verra, sur les risques que prennent certains investisseurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la formule de calcul, c'est la promesse qu'on me fait à moi en tant qu'investisseur. J'ai l'impression qu'il y a parfois un peu des phénomènes de mode sur ces produits structurés et qu'il y a des périodes qui sont peut-être plus ou moins favorables pour les émissions, à des moments où on a plus ou moins de volatilité. Jérémy, je vous vois opiner de la tête. Non, disons que moi, je pense qu'un produit structuré doit s'adapter à son contexte de marché. C'est la chance de cette classe d'actifs, c'est de pouvoir remettre, entre guillemets, à jour ses paramètres et de pouvoir s'adapter finalement à un contexte de marché. L'évolution de la volatilité, l'évolution des taux, tout simplement, fait partie de nos caractéristiques indispensables pour construire ces produits-là. Lorsqu'on doit faire une étude comparative, les obligations aussi sont moins intéressantes aujourd'hui. Les fonds euros, on en parle suffisamment pour dire qu'on arrive à une fin. Et c'est vrai que finalement, le produit structuré a la chance de réussir à s'adapter par rapport à des contextes et doit s'adapter par rapport à ces contextes-là. On est là sur la naissance d'une classe d'actifs, je dirais avec un peu de recul déjà, et puis un peu de professionnalisme de certaines maisons, dont Kepler, on en fait, disons, une vraie valeur de fonds de commerce. Je crois que
tous ces produits structurés sont des produits qui sont nés, je dirais, qui sont fabriqués à partir de volatilité. Donc effectivement, les effets de mode suivent bien évidemment les accès de volatilité, puisque arithmétiquement, le coupon, la promesse, l'équation qui est proposée est la résultante de ce marché d'assurance, en fait, contre le risque. D'accord. Des produits qui sont... On est loin des excès, c'est plus simple que ce qu'on a pu connaître par le passé, et certains vont dire, se posent la question, disent, est-ce que les produits structurés, en fait, c'est pas devenu des produits de bons pères de famille, parce que c'est devenu lisible, plus compréhensible, avec des garde-fous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se vend comme des placements pour bons pères de famille? Ça se vendrait comme des placements de bons pères de famille, ça n'en sont pas. Je crois qu'il faut rester très clair. Cette naissance de cette classe d'actifs, telle qu'on l'a déjà décrit, ça reste quand même des produits complexes, disons. On a un gros travail de pédagogie. Mais plus complexe qu'une action? Alors, bien évidemment, puisque la résultante, disons, d'un mécano d'option. C'est une équation à plusieurs inconnus qui fait que le produit peut être à la fin assez lisible dans sa description, je dirais, littéraire, mais sa composante mathématique, disons, l'est beaucoup moins. Oui, une des preuves les plus flagrantes, c'est la valorisation du produit pendant sa durée de vie, quoi, disons. Elle peut être extrêmement pénible des fois à subir, quoi. D'accord. Bien que le pari de fin soit clair. Moi, je salue votre honnêteté, et puis je trouve que c'est très vertueux quand on fournit un produit de dire attention, c'est pas nécessairement tout terrain pour n'importe qui, et c'est pas nécessairement à acheter les yeux fermés. Jérémy, sur cette question, est-ce que c'est des produits de bon père de famille? Vous en pensez quoi, vous? Le problème, c'est de se limiter à une famille de produits qui est le plus utilisée aujourd'hui, notamment dans des contrats d'assurance vie. Le produit structuré, c'est aussi s'adapter à des produits qui sont plus défensifs et qui méritent un risque plus limité. C'est juste important de mettre ça en comparaison avec d'autres classes d'actifs. Ce que vous avez en tête, en fait, vous faites des produits structurés aussi bien sur des indices actions que sur des obligations. On est cross-asset, on utilise de risque. Tous les moteurs de performance possibles. Ce qui est important chez Kepler, c'est vraiment le choix de ces moteurs de performance. On est une organisation aujourd'hui qui se veut de conviction. On a aujourd'hui un stratégiste qui travaille à nos côtés pour décrypter le marché. On est aussi une maison de recherche reconnue, parce que Kepler Chevreux est le premier indépendant en Europe du marché action, de la recherche action. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'être à la source de ces expertises-là. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'un produit structuré, encore une fois, il y a un nombre important de familles, du capital garanti, où on peut vraiment travailler du niveau de risque faible, et donc là, parler de bon père de famille, ça peut avoir du sens, jusqu'au risque action direct, puisqu'il y a aussi des produits sans protection, qui là, finalement, rentrent vraiment dans un produit très risqué, et donc avec un niveau de risque très important. C'est clair, c'est très clair. Vous dites qu'il y a une panel, en fait, c'est un univers complètement hétérogène, et on va du plus... Qui est encore méconnu. C'est ça, je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une certaine méconnaissance de certaines familles de produits, ça vient avec le temps. Nous, ça fait 10 ans qu'on cherche justement à créer cette valeur ajoutée-là, on est des spécialistes, et c'est vrai que finalement, lorsqu'on entend justement... ce genre de réaction, de débat, c'est surtout qu'on parle d'une famille qui est notamment l'autocall, sur certains indices, certaines valeurs, etc., qui est souvent mis en avant. Il n'y a pas que cette famille-là, et donc si on doit aller plus loin, on a un peu plus d'infos. Vous voulez réagir? Oui, l'univers du possible est bien évidemment infini dans le produit structuré. Exactement. C'est pas pour ça qu'on fera tout et n'importe quoi. Disons. Ça, je crois qu'il faut l'avoir bien présent. Il faut des spécialistes, on est bien d'accord. Absolument. Alors, je voulais juste revenir juste en 2 secondes sur la recherche. Puisque, si vous voulez, on n'est pas juste, nous, proposition, disons, de produits structurés. On a bien évidemment dans le groupe, on bénéficie de toute la valeur ajoutée de la recherche. Qui ne connaît pas François Duhaene du CIC, je dirais, voilà. Donc, voilà, on est bien évidemment épaulé par toutes les fonctions support, marketing, juridique. Mais j'ai l'impression, autant Jérémy dit, nous, on est toutes classes actifs, actions, obligations, avec des niveaux de risque du plus large au plus contrôlé. Vous êtes plutôt à me dire, on est sur des indices plutôt établis, avec de la visibilité, de la lisibilité. La tentation a été grande, justement, d'aller chercher une valeur algébrique de coupon intéressante et sexy, entre guillemets. Disons, par construction. Voilà, ce qui est tout à fait possible. Je prends un exemple. Pendant le premier confinement, tout le monde, nous tous,
nous avons proposé un autocall sur Total à 23% annuel, avec une barrière 60. Voilà, ça restait du total, disons. Hein. Donc, est-ce que ça, c'était touchy, ou est-ce que c'était le 23% qui était touchy? On ne sait pas trop. Disons, mais en tout état de cause, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment de rester, et je le répéterai à l'encan, sur des indices, effectivement, et on l'assume complètement, connus, reconnus, des grandes valeurs, connues, reconnues, sur lesquelles, je dirais, le grand public se retrouve littérairement déjà. D'accord. S'y retrouver littérairement, c'est-à-dire comprendre ce dans quoi on investit. Et je suis d'accord avec vous, des fois, à une époque, on ne s'y retrouvait pas. Pascal, vous disiez, il y a les risques, il y a quand même des valorisations. C'est vrai que sur ces produits structurés, il y a des garanties, il y a des zones, des fenêtres de sortie. Et puis, entre ces fenêtres de sortie, il y a une valorisation. Et si le porteur a besoin de sortir, la garantie, quand il y a une garantie en capital, elle n'existe qu'à certains moments. Et si j'ai besoin de sortir à tout prix, il se peut que le niveau de valo me soit défavorable. Tout à fait. Alors, non seulement l'environnement réglementaire nous y contraint, disons, mais nous-mêmes, on s'y astreint. Bien évidemment que les valorisations intermédiaires, chez nous, elles sont tous les 15 jours, hein, automatiquement, elles sont mises en ligne et on peut les consulter. Elles peuvent être des fois très surprenantes. Le marché, cette combinaison d'options, ce mécano d'options, permet d'avoir une valorisation avec une équation à plusieurs inconnus. Mais je dirais à tout moment, même quelque chose qui pourrait avoir une protection jusqu'à moins 20%, à un moment précis, pourrait valoir peut-être moins 40, moins 60 ou moins 80. Et c'est peut-être le moment où l'investisseur, n'ayant pas été complètement prévenu, veut sortir. Il faut faire de la pédagogie. Exactement. Il faut quand même savoir tenir dans le temps. Tenir dans le temps et expliquer et réexpliquer ce travail de pédagogie. La garantie, soit elle s'exerce à échéance, soit sur des fenêtres de sortie, et puis hors de ces moments-là, il y a une valo. Et puis... C'est pour ça qu'il y a deux typologies de risques, à mon avis, sur un produit structuré. Il y a le risque scénarisé, celui qui est expliqué par la fiche commerciale, qui est accepté ou pas par l'investisseur, et il y a la vie du produit qui fait que... Voilà. Jérémy, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment, je pense que c'est l'une des faiblesses de cette classe d'actifs, c'est clair, c'est cette valorisation. Elle doit être portée, donc il y a un souci de portage. J'explique souvent qu'il faut être en capacité, à la fin de l'année, lorsqu'on doit faire le bilan de compte, de pouvoir être à l'aise avec certaines valorisations. Il y a une éducation qui a été faite aussi depuis maintenant, depuis 10 ans, avec des clients qui commencent à avoir comprendre, et les clients de nos clients également. Et c'est vrai que nous, on tâche à la fois à contre-valoriser et de vérifier aussi que ces valorisations sont justes et d'expliquer en permanence, en fait. Ce n'est pas pendant la vie du produit, mais c'est également avant et également après, de telle sorte à ne pas oublier finalement qu'on est sur du buy and hold tout simplement et qu'il faut porter jusqu'à une date donnée les positions. Il faut porter les positions. Je me permets un parallèle qui peut être malheureux, disons, mais dans les classes d'actifs, on peut trouver par exemple l'immobilier, on peut acheter un studio à Strasbourg à 100 000 euros. Le lundi suivant, on ne sait pas s'il vaut 100 050 ou 99 790. Pas valorisé tous les jours. Voilà. Alors que le produit structuré, on saura. Voilà. Et puis il y a l'effet clôture des comptes de fin d'année. On se dit, tiens, je suis à moins 30. Alors que... Il faut l'assumer, le client va poser la question. C'est quoi cette ligne ? Ce ne reste qu'un code ISIN, je ne comprends pas. Donc il faut réexpliquer le produit, réexpliquer la mécanique. Il y a plein de choses. Et parfois c'est compliqué. Il y a l'amortissement de la marge, il y a le niveau de funding de l'émetteur, on parlera de la qualité de l'émetteur. C'est le besoin d'éducation, de présentation. Rentrons dans le vif du sujet. Vous avez vu beaucoup de produits structurés. Est-ce qu'on peut lister les grands points de vigilance ? Quels sont pour vous, en tant que professionnel, les points de vigilance face à un produit structuré qu'on me présenterait ? Déjà les maturités. Disons, accepter le fait que si on part sur un produit sur 8 ou 10 ans, on est embarqué le cas échéant sur 8 ou 10 ans, disons. Et pas, je dirais, penser à un rappel possible au bout de 3 mois, potentiellement tout à fait sympathique. Sur un autocall, ça peut survenir. Exactement, tout à fait. C'est autocall, automatiquement rappelable. Donc c'est tout à fait possible. Par contre, partir du principe que la maturité maximale, c'est celle avec laquelle on doit composer au maximum. Premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance, les barrières. C'est-à-dire les barrières. Ce qui sauve en fin de compte l'investissement à maturité, pendant les périodes de constatation intermédiaire et ainsi de suite. Il faut bien comprendre qu'elles sont en grande règle générale dites européennes, c'est-à-dire ce jour-là et pas un autre. Elles peuvent être le cas échéant américaines à tout moment. Donc les constatations, il faut bien lire, je dirais c'est un point de vigilance important. Est-ce que les barrières sont européennes ou américaines ? La qualité de signature, bien sûr, à qui on prête son argent, de l'émetteur. Tout à fait. On y reviendra certainement.
Non, mais vous voulez dire par là qu'il y a des émetteurs qui ont plus ou moins de surface financière. Ne permettrait pas de faire un jugement ou un classement. Disons, mais en tout état de cause, je suis investisseur, j'achète un produit, je souscris à un produit structuré. Avant tout, avant le mécano et le scénario qu'on m'explique, je prête mon argent à un établissement financier. D'accord. Je ne veux pas revenir sur l'histoire Lehman Brothers. C'était bien évidemment ça. Ok. Vous, pareil, Jérémy, les points de vigilance à votre grand-mère, à moi, qui ne suis pas nécessairement un spécialiste, enfin, j'ai même 2 ou 3 idées. Si on devait faire une checklist, vous me diriez, ok, regarde ça et ça, quoi? Moi, le point de départ de tout, et avant toute chose, c'est le choix du moteur de performance. D'accord. Peu importe le produit, à partir du moment où vous avez choisi le bon moteur de performance. Donc l'indice ou la valeur sous-jacente. L'indice, la valeur, enfin on parle beaucoup de valeur, ouais. De ce que je comprends, même la valeur totale dans 10 ans, est-ce qu'on est capable de vraiment juger Total dans 10 ans? Et moi, c'est vrai que c'est là-dessus que j'essaie entre guillemets, d'identifier les points de complication. C'est vraiment de se dire, un moteur de perf, je suis convaincu, je suis capable de le défendre et je sais pourquoi je l'ai choisi. Et de le tenir. La plupart du temps, les gens choisissent un sous-jacent parce qu'il a perdu. On parlait de Total qui avait perdu. C'était une bonne idée, mais ça aurait pu ne pas l'être. Je peux donner des contre-exemples de Valorec qui était aussi une bonne idée, ancienne société extraordinaire française qui ne pouvait connaître la crise puisqu'elle travaillait autour du secteur pétrolier. Et c'est vrai qu'à la fin des fins, peu importe la protection que vous avez pu mettre, qu'elle soit de moins 40, de moins 50%, aujourd'hui la valeur, elle a perdu quasiment 95%. Et donc finalement, le client final aura perdu exactement la même chose. Donc le point de départ, avant toute philosophie d'investissement, c'est de savoir le sous-jacent. Mais alors du coup, Jérémy, est-ce que ça veut dire que vous auriez tendance à privilégier des structurés qui sont adossés à un indice plutôt qu'à une valeur individuelle? Là, ça devient subjectif. On n'est pas dans du Kepler Chevreuse Solutions. Jérémy Sayada a son propre opinion. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai tendance, et j'essaie évidemment de le transmettre à mes équipes, d'aller plutôt vers des indices que des titres vifs. D'accord. Pour cette raison-là, qu'un titre vif, on a une visibilité sur 12-24 mois. Et plus longtemps, c'est déjà plus compliqué. Donc il faut avoir ça en tête, que parfois ça peut décevoir. Depuis 10 ans, le marché va bien, donc entre guillemets, les déceptions sont rares. Mais il n'empêche que notre objectif, en tout cas chez nous, c'est vraiment d'anticiper. Oui, 5 ou 10 ans, c'est un pari sur l'avenir. Puisque vous donnez les clés aujourd'hui dans un produit structuré, à l'inverse d'une société de gestion, à un gérant, où finalement vous avez cette liberté de rentrer-sortir. La promesse, elle est inconnue, à l'inverse d'un produit structuré. Le produit structuré est le seul à pouvoir dire aujourd'hui, je vais te garantir sur tel ou tel scénario, telle ou telle rentabilité ou telle perte. Donc c'est sa force. Mais clairement, ça peut être vu comme une faiblesse parce qu'effectivement, l'ajustement peut être plus compliqué. D'accord. Vous vouliez réagir? Oui, pour ma part, j'ai un passé d'une bonne dizaine d'années en banque privée. Et si vous voulez, quand on est formé à la banque privée, un des points de vigilance qu'on a bien évidemment oublié, c'est la diversification. C'est-à-dire, même si on a la naissance d'une nouvelle classe d'actifs avec les produits structurés, à l'intérieur même de cette classe d'actifs, disons, il faut être très diversifié. C'est-à-dire, c'est pas parce que Total paye 23% pendant le premier confinement qu'il faut tout mettre sur Total. Donc, on rendra aussi attentifs, les gens et les investisseurs, sur ce morcellement d'investissement. Même si on a une conviction très forte, même si l'émetteur a une excellente solidité financière, même si j'aime tout, c'est comme un titre vif, c'est déraisonnable de se surexposer. Même si Louis Vuitton fait de très beaux sacs, nos femmes n'achètent pas que des sacs Louis Vuitton. Absolument. Voilà. Ok, c'est clair. Disons que nous, si vous voulez, chez Kepler, encore une fois, on a voulu se doter de moyens. Voilà. On a une maison de recherche, on l'utilise, on a ce stratégiste qui vient nous aider, et ça doit venir en complément d'une ingénierie. Donc aujourd'hui, on a 15 ingénieurs sur une équipe de 40 personnes. Donc on a vraiment voulu se doter de moyens humains. Ça va faire 10 ans qu'on a créé pas à pas finalement cette organisation. Et on a vraiment voulu faire en sorte que ces 2 piliers finalement fondamentaux soient associés. Le troisième, c'est l'émetteur, il en a parlé. On a une étude qui est faite à la fois sur un rating qui est connu de contrepartie. Donc là, ça nous permet aussi de s'appuyer sur des institutions pour connaître la qualité, mais on fait notre propre étude chez nous. D'accord. On a un service obligataire qui va à la fois noter la solidité, mais également le service de ces banques-là, puisque finalement, un produit structuré, il faut le porter, on l'a bien évoqué, et il faut un service qui dure, il faut un service qui soit au rendez-vous, il faut évidemment, alors nous, ça fait 10 ans qu'on est là, on a vu certaines contreparties venir et ressortir du marché. Et c'est vrai que nous, on est toujours là. Donc c'est aussi un point de vigilance important. C'est aussi pour ça que nos clients viennent nous choisir, parce qu'on va faire le suivi, on est outillé pour. Et puis le 4e point, je pense que c'est vraiment le suivi. Donc d'avoir un suivi
pédagogique. Donc, on a un site privé qui va venir identifier tous les niveaux, les dangers, les réaménagements potentiels, etc. Donc, on a une équipe, encore une fois, d'ingénierie qui est là aussi pour contrôler tout ça. Et c'est vraiment ces 4 piliers fondamentaux qui viennent aujourd'hui de faire notre force depuis 10 ans. La pédagogie, c'est le maître mot, ça revient parce que c'est vrai qu'en même temps, on a des produits structurés. Bon, on est loin des excès qu'on a connus à une époque et des prospectus qui étaient juste incompréhensibles. On ne comprenait pas comment l'AMF a pu émettre son tampon sur un truc. Il y avait certaines brochures, il y avait écrit alternative fonds euros. Et on est dans cette situation. J'ai commencé à travailler dans ces années-là, donc je peux vous confirmer on est dans les produits, certains méfaits. On est loin des excès qu'on a connus. Et en même temps, vous lisiez, je crois, l'un et l'autre, c'est de l'ingénierie financière très sophistiquée. Vous parliez d'équations à plusieurs inconnus. Ça paraît simple et c'est très sophistiqué. Il y a en même temps, j'ai l'impression, un engouement des investisseurs pour ces produits. Des investisseurs et aussi des CGP. Là, il y a des engagements forts de pédagogie. Voilà. Ouais. Il y a des engagements forts de pédagogie à tenir, à organiser. On fait des roadshows, on fait un peu le tour de France quand on peut. Oui, sinon on le fait en Zoom ou en Teams. Oui, je ne vois pas de quoi vous parlez. Il vient de se réveiller. Il est trop jeune. Il est trop jeune. C'est pour ça. Il est trop jeune. Il n'a pas connu cette période fantastique où on pouvait sortir. Mais en tout état de cause, on se réjouit de pouvoir ressortir. Mais je dirais les CGP, les investisseurs ont besoin, je dirais, de palper, d'entendre, de comprendre ce qui se passe, d'échanger, de comprendre ce qui se passe. Donc nous aussi, on s'y attelle. On est 3 dans l'équipe et on fait très régulièrement des tours en région. On sort d'un beau tour là, entre les 2 confinements, avec les associations professionnelles de CGP, avec les assureurs aussi, bien sûr. Et là, on descend dans la construction du produit, dans les mécanismes, on explique on lève le capot. On est vraiment dans la mécanique. Là, on a relevé les manches et on explique le comportement, les scénarios, la fabrication, le funding, à qui on prête, les ratings, les frais, l'amortissement. Transparence totale. Sinon, on n'y arrive pas. Si on n'est pas transparent sur cette classe d'actifs, vous savez, vous pouvez être si on commence à biaiser les réponses. Vous savez, vous pouvez conseiller Tesla à l'achat. Je ne suis pas sûr qu'on connaisse tout de Tesla, disons. Alors imaginez-vous d'un produit structuré sur Tesla. C'est clair. Jérémy, votre sentiment sur l'éducation? Vous aussi, vous disiez, il faut expliquer, il faut réexpliquer. Évidemment, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça va faire 10 ans que cette organisation-là est en marche. Donc nous, on accompagne évidemment tous les assureurs, notamment qui ont été les premiers à nous faire confiance en nous référençant il y a 10 ans. Il faut comprendre qu'il y a 10 ans, le modèle d'indépendant n'existait quasiment pas. On a été un peu fou de croire à ce pari-là, de vouloir changer en fait la façon d'utiliser cette classe d'actifs-là. Et aujourd'hui, si les gens viennent nous voir, c'est surtout pour ça. On est là en pare-feu, on est là pour protéger nos clients, on travaille pour eux. Et c'est vrai que c'est aussi cette différence-là, je pense que la dépendance vient de là, c'est vraiment de travailler pour le compte de nos clients et on travaille vraiment avec cette faculté-là technique de faire attention à ce qu'on le met en place. Donc après, la pédagogie technique, évidemment, tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'il y a sous le capot, mais est-ce que je comprends comment on crée un bâtiment aujourd'hui ? Vous avez un téléphone mobile. Est-ce que je comprends comment Chanel a fait son sac ? Il y a aussi la limite de l'exercice. L'objectif, c'est de ne pas se tromper. J'aimerais quand même apporter une petite précision pour ce qui concerne ma maison. On n'est pas primo-accédant sur le produit structuré. On connaît depuis plusieurs années, on vous a déjà utilisé. On a une antériorité importante. Là vous l'avez piqué. Pas du tout. J'aimerais juste que les gens qui nous écoutent comprennent bien qu'on est chez Crédit Mutuel à l'Alliance Fédérale et qu'on ne se lance pas dans le vide dans les produits structurés. Ça fait 15 ans qu'on en fait. Alors, pour préciser mon propos, parce que CIC est une très belle marque et je le dis honnêtement, moi c'est une banque que je connais très très bien d'ailleurs, parce que je travaille déjà avec eux d'une certaine façon. J'ai déjà travaillé avec d'autres caisses à l'époque. C'est des gens sérieux, on peut y aller. C'est une banque de réseau française, donc entre guillemets, si vous devez prendre un risque, non coté en bourse. Si vous devez prendre un risque sur une entité, évidemment que c'est une banque qu'il faudra mettre en haut de la pile. D'accord. Ce que je disais, c'est cette pédagogie-là depuis quelques années, cette machine, elle est en route. D'accord. Il n'y avait pas de mise en concurrence là. C'était juste une précision sur l'antériorité du savoir-faire. On avance. Voilà. Il y a un thème que j'aimerais qu'on aborde, mais j'aime bien moi quand c'est ping-pong, parce que du coup je me repose. Mais faut pas. Nous a motivés avant. Voilà. Essayez de ne pas être trop dans le linéaire. Sinon ça... Il y a un point que j'aimerais qu'on aborde, c'est les indices, parce que vous, Jérémy, mais je crois que vous êtes d'accord pour dire quand faire un pari sur un titre vif sur 10 ans, c'est hautement spéculatif, parce que Total dans 10 ans, est-ce qu'il y aura encore un business de Total dans 10 ans et donc vous, l'un comme l'autre, vous dites c'est mieux d'être adossé sur des indices. Vous, j'ai l'impression, c'est plutôt des indices qui ont déjà connus.
connu. Et puis j'ai l'impression, chez Kepler, Jérémy, que vous ratissez plus large. Je me trompe ou pas? C'est quoi clairement, nous aujourd'hui, on a une personne dédiée dans la sélection des choix de moteurs de performance. Donc un indice est un moteur de performance. Et c'est vrai qu'il y a maintenant quelques années, puisque je crois que ça date de 2015, certains indices ont été construits, venant, entre guillemets, optimiser, c'est le terme qui est utilisé, que j'aime pas du tout d'ailleurs, parce que c'est très mathématique. Vous savez, moi, la structure. Je suis une nature simple. Donnez-moi un nombre d'indices. On va prendre un exemple simple, concret, puisque simple, le sujet est là, pas ça simple. sent le marketing optimisé. Alors, optimiser, j'aime pas trop, moi, mais finalement, il y a certains indices qui ont, dans leur construction, permet une amélioration de pricing des produits structurés, donc de rentabilité ou de protection supplémentaire additionnelle. Vous avez un nom ou pas d'indice? Un truc sur lequel on pourrait arriver ou pas? Non, il ne faut pas que je me trompe, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on est indépendant, donc la chance que l'on a, c'est qu'on arrive à... Là, il serait quand même délicat, disons, de jeter l'opprobre sur un indice, là, disons. Non, mais quand même, les raccourcis sont rapides. Pascal, vous, j'ai l'impression que vous êtes moins sur la recherche d'optimisation, que vous êtes plus... Je crois qu'il faut... Alors, je comprends le propos et je suis assez d'accord. Par contre, c'est pas péjoratif. Non, pas du tout, mais soyons quand même précis, disons. Oui. Soyons quand même précis. Si vous voulez proposer un indice Eurostock 50 ou CAC 40 ou voire CAC 60 large, déjà on quitte déjà un petit peu les chemins de traverse, là, c'est pas très difficile en fin de compte. Tout le monde comprend à peu près, à partir du moment où on a fait le tamis de sélection des gens à qui on parle, ça devrait aller. Sur les grandes valeurs connues, tels que je les ai déjà décrits, on essaie quand même de faire adhérer, une espèce de cahier des charges. C'est-à-dire on pose des questions. Est-ce que les gens qui vont participer à nos campagnes, par exemple, là, pragmatiquement, on a proposé un autocall sur Bouygues. C'est pas notre équipe, on l'a validé après avec notre équipe de recherche et d'analyse. Mais c'est venu du terrain, en fin de compte. C'est-à-dire que pendant nos roadshows, à la fin de chaque réunion, on faisait un petit quiz en demandant qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous privilégieriez. Donc le choix de la valeur single, elle est souvent le fruit, je dirais, de quiz de terrain, quoi, disons. Alors que l'indice est plus aisé à proposer, quoi. Mais on l'assume. D'accord. Il y a un thème que j'aimerais qu'on aborde, c'est la place de ces produits dans les portefeuilles. Certains disent les produits structurés sont devenus une classe d'actifs à part entière. C'est votre sentiment. Vous, en même temps, Jérémy, vous disiez c'est extrêmement hétérogène. Donc, quand c'est hétérogène, ça joue. Il y a des préconisations. Est-ce qu'il y a un espace produit structuré qui doit être conçu dans un portefeuille? Est-ce que ça vient en complément ou en substitution dans la poche action ou la poche obligataire ou par rapport au fonds en euros? Comment vous les vendez, ces produits? C'est quoi la recommandation? Comme toute allocation, ce qui est important, c'est l'équilibre. Il faut être en capacité, en fonction d'une nature de risque des produits choisis, puisqu'encore une fois, il y a plusieurs natures de risque, donc ils peuvent avoir plusieurs places au niveau de l'allocation, de choisir son risque et de savoir comment calibrer par rapport à un questionnaire client, par rapport à une adéquation client. On ne peut pas imaginer mettre 100% d'un produit structuré dans une allocation. De la même façon, ne mettre 0% comme ça existe aujourd'hui. Attention, et on en parle beaucoup, mais... c'est quand même un produit qui revient. On a mis 10 ans à remettre cette confiance-là au niveau de cette classe d'actifs. On a vécu le pire quand même, c'était difficile. Il y a eu des excès aussi. Il y a eu beaucoup d'excès, évidemment. Des émetteurs, non, mais des choses étonnantes. Rien ne vient sans rien. In fine, évidemment qu'il y avait des raisons. Mais c'est vrai que finalement, aujourd'hui, on peut voir certains excès dans un côté comme dans l'autre. Et donc là, ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'équilibre et de choisir aussi ces produits-là en fonction de leur nature de risque. Soit une alternative action, soit une alternative obligataire, soit une alternative cœur de portefeuille. Il existe des solutions partiellement garanties, par exemple, qui peuvent cocher cette case-là. Et vraiment, c'est au cas par cas, je regarde le profil de risque, je regarde ce à quoi je suis adossé en termes d'indices ou autres, et c'est là que il faut tout pour faire un monde dans une allocation. C'est clair. Moi, je privilégierais plutôt la classe d'actifs en tant que telle, disons, sur le produit structuré, parce qu'il y a un langage, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a de la pédagogie, parce qu'on ne souscrit pas à un produit structuré tel qu'on souscrirait à un fonds ou à une SCPI ou en achetant un bien immobilier ou une action. Donc il y a un langage, il y a une nouvelle, je dirais, maturité à apporter, maturité dans le sens mature et pas chronologique, à cette population-là. Donc nous, on préfère passer d'abord un espèce de test, disons, c'est la période, pour pouvoir un petit peu, je dirais, tamiser la population. Maintenant,
alternative au fonds en euros, je crois qu'il faut rester très, très, très précautionneux par rapport à cette... Certains mettent en avant leurs fonds, leurs produits structurants, en disant « Ah, mais vous avez une alternative au fonds en euros ». Alors, à partir du moment où on reste sur la sémantique du terme alternatif, disons, peut-être. Je crois qu'il faut rester très précis. Un produit structuré, ce n'est pas un fonds en euros, disons. Bien que les dettes publiques, puisque les dettes publiques, c'est le fonds en euros, c'est peut-être aussi risqué. Rappelez-vous la Grèce peut-être et d'autres pays. Mais en tout état de cause, la naissance de cette classe d'actifs, elle, ne soyons pas dupes, elle vient, évidemment, elle naît et elle va grandir à cause de la courbe des taux d'intérêt. La courbe des taux d'intérêt qui, vous savez, aujourd'hui, quand vous prêtez votre argent à l'État français, c'est-à-dire nous tous, sur 10 ans, c'est négatif, c'est-à-dire vous êtes rémunéré pour. Donc voilà, je crois qu'il faut rester cohérent avec les niveaux arithmétiques de coupons et de rendement. Aujourd'hui, de l'Eurostock 50, un produit structuré sur l'Eurostock 50 qui paye 3,5 ou 4, ça peut paraître pas super sympa par rapport à du moins 0,30 sur 10 ans à l'État français. C'est bien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une évolution très positive par rapport à ça. Moi, j'aime bien prendre un parallèle avec une classe, entre guillemets, qui va passer un concours. Et effectivement, vous avez des classes d'actifs, historiquement, notamment des classes d'actifs obligataires, qui permettaient d'aller chercher 4 ou 5% de rentabilité, quasiment sans risque sur l'investment grade. Le temps a passé, les taux ont chuté, et c'est depuis 10 ans, parce que moi j'ai connu encore des capital garantis. Il y a 6-7 ans, on faisait des capital garantis avec rendement garanti, on y arrivait encore. Et c'est vrai que finalement, la classe d'actifs des produits structurés, qui était un élève moyen vendu comme un très bon élève, parce que c'était ça le problème, c'est qu'on faisait prendre du risque à des clients passant de 4 à 6. Aujourd'hui, on fait prendre parfois du risque à des clients passant de 6 à 0+. Donc c'est vrai que c'est cet écart-là qui pour moi est très intéressant et qui évidemment redonne énormément de sens à cette classe d'actifs actuellement. J'aimerais qu'on aborde un thème, je crois que c'est vous Pascal qui évoquiez la question de la valorisation. En cours de vie, il peut y avoir des trous de valorisation et alors même qu'à certains moments, certains ont besoin de sortir. Le marché secondaire, est-ce qu'il n'y a pas à proprement parler un marché secondaire sur ces produits structurés? Alors, je suis obligé d'infirmer, disons, le marché secondaire, il faut savoir déjà pour commencer, qui est-ce qui organise le marché secondaire. C'est-à-dire, quand j'ai une action Tesla, pardon de prendre toujours Tesla, voilà, pourquoi pas. C'est trop monté. Le marché est liquide. Je peux vendre mon action Tesla à chaque instant, disons. J'ai un produit structuré de chez Kepler ou de chez Crédit Mutuel. Je veux le vendre à qui je le vends. Qui est-ce qui me le rachète? Il n'y a pas de magie dans tout ça. Le marché qui est contrepartie? Qui est teneur de marché? Vous êtes teneur de marché? Exactement. Vous engagez il y a un engagement de liquidité quotidien. Sur vos produits, quotidien, sur nos produits quotidiens. À prix de marché. Et c'est là où intervient la valorisation. Et les effets, des fois, un petit peu délétères du prix de marché à ce moment précis. Donc, il y a, à mon sens, deux vitesses. Qui organise le marché secondaire? C'est-à-dire, qui est en face de moi? Et à quel prix je peux sortir, disons. Donc ça peut être très surprenant, ça peut être beaucoup plus risqué que les scénarios envisagés par la fiche commerciale du produit. Parce qu'on peut être dans une situation où il y a une moins-value de 30%, d'où les points de vigilance sur la maturité. 30%, mais si je veux sortir, s'il n'y a personne en face... Exactement. Exactement. C'est un bon argument, ça, quand même, Jérémy. Ça revient avec la contrepartie que vous avez sélectionnée aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une contrepartie, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit présente dans le temps. Après, moi, le marché secondaire, il a deux niveaux. Il y a cette dichotomie négative entre la perception du potentiel du produit versus sa valorisation. Donc ça, c'est le premier point. J'ai besoin de sortir pour X ou Y raison, je le fais à un prix décoté qui crée une sorte d'illiquidité, mais ce n'est pas une liquidité physique. Aujourd'hui, quand on parle de l'aide de liquidité, la plupart des produits, 98 ou 99% des produits qui sont en assurance vie ont des lettres de liquidité en face des assureurs. C'est un engagement demandé par les assureurs et elle est quotidienne. Nous, on les exige, elles sont signées par les contreparties. Donc, ce niveau d'exigence, il existe dans notre marché. Le deuxième point, c'est de profiter de cette dichotomie. Et c'est vrai qu'on a été très actifs pendant le Covid pour aller profiter de cette dichotomie perçue négativement d'un point de vue valorisation pour faire souscrire nos clients et de percevoir finalement une surperformance que s'il avait un investissement soit en direct, soit sur un produit structuré classique. Et c'est vrai que le V a été assez violent, on va pas se le cacher. Personne n'avait prédit le Covid, personne n'avait prédit que le marché reviendrait aussi fort juste après. Et c'est vrai que des clients ont quasiment fait 200% de performance sur cette période-là.
On peut tirer du moins un parallèle peut-être un peu malheureux en deux mots, sur ces histoires de liquidité et de marché secondaire. Vous savez que sur les contrats d'assurance vie, la loi Sapin 2 a quand même apporté, disons, des lectures de liquidité et de gates, de portes, disons, qui peuvent se fermer en cas de gros problèmes. Donc même le contrat d'assurance vie n'a peut-être pas forcément cette liquidité-là. De temps en temps, il peut tirer sa propre... propre... Disons que ce que je disais, c'est que nous, on l'exige. Avant de référencer un produit... Même si elle est écrite sur un contrat d'assurance vie d'une grande banque, le cas échéant, ça peut se fermer. D'accord. Okay, tout est possible. Ça peut se refermer, effectivement. Notre métier, c'est de l'expliquer. Ok. Il y a un thème, et puis ça sera notre dernier thème qui est important. On a beaucoup parlé de produits. Il y a les produits standards, et puis il y a les produits un petit peu dédiés sur mesure. Exactement. C'est quand même une des grandes caractéristiques dans l'univers des fonds structurés de faire des produits à façon, entre guillemets. Alors, est-ce que je peux vous corriger? Fonds structurés, ce sont des EMTN. Oui. Non, mais excusez-moi, mais c'était extrêmement facile. Alors, juste pour la précision du terme, disons, donc des EMTN structurés. Deux typologies de commercialisation possibles, à mon sens. Et notre ami conviendra d'une deuxième qui est exclusivement leur fonds de commerce, et c'est très bien comme ça. Ils ont une grosse expérience là-dessus. C'est le produit dit étagère, c'est-à-dire je mets sur l'étagère un produit, servez-vous, produit de campagne, disons, voilà. Et le produit dédié. Le produit dédié, c'est quoi? C'est un cahier des charges exprimé par un client, plusieurs clients, un groupe de clients, auquel on répond par une construction idoine, et on répond tout simplement à ça. Alors donc, si vous voulez, le produit étagère peut être la vitrine du produit dédié, en fin de compte, tout simplement. Ok. Vous êtes beaucoup, Jérémy, présent sur le marché du dédié. Oui, clairement, le sur-mesure fait partie finalement presque de notre ADN aujourd'hui. On a monté cette équipe-là, je dis d'une dimension humaine assez importante, une quarantaine de personnes, c'est pas rien, pour être justement extrêmement efficient par rapport à ça. Et aujourd'hui, nos clients peuvent profiter d'un produit qui aura été construit pour d'autres, puisqu'ils peuvent avoir un cahier des charges qui peut être similaire. Et l'idée de notre modèle aujourd'hui, c'est vraiment de créer de manière structurée, avec des étapes très importantes, des produits sur mesure à 98%. J'aimerais qu'on creuse un peu cette question des produits dédiés de façon très concrète. À partir de quel montant vous faites un produit dédié l'un et l'autre? Parce qu'il y a un moment, il y a un coût quand même. Il y a un coût, il y a de l'ingénierie. Exactement, il y a des frais fixes. Il y a quand même des frais fixes. Faut qu'il y ait un petit volume d'affaires quand même, non? Exactement. Alors, nous... C'est très clair, disons, à partir de 3 millions d'euros, on peut faire un produit structuré dédié. D'accord. Après, en dessous, vous avez du mal à vous intéresser C'est pas qu'on a du mal, mais disons, les frais fixes sont quand même assez importants et on a des habitudes de traitement, disons. Alors, le corollaire de ce que je viens de dire, c'est que on ne s'handicape pas de répondre à quelqu'un pour 500 000 euros. Pourquoi? Vu la taille du groupe, on trouvera aisément les 2,5 millions qui suivent. Ok. D'accord. Donc si j'ai une demande qui émerge à 500 000, et si ça vous semble une bonne idée, vous dites, cette idée, elle va intéresser d'autres personnes. Exactement. Et donc vous allez mutualiser. On se fait fort. C'est un peu... Vous allez mutualiser. C'est un peu le crédit mutuel. Ok. Jérémy, même question. Vous, concrètement, vous commencez à vous intéresser à un dossier sur un produit dédié, hein. C'est quoi le ticket minimum pour que ça reste raisonnable économiquement, quoi? On va noter 2 points. Le premier, on n'en a pas. Le problème n'est pas tant le volume minimum, puisqu'on va s'adapter à nos contreparties. Certaines contreparties ont plus de souplesse par rapport à ce sujet-là. On est aujourd'hui un acteur indépendant qui traite 1 milliard d'euros sur ce marché-là. Donc on a cette chance-là, entre guillemets, de réussir à challenger nos contreparties pour créer des produits sur mesure à partir de montants faibles. Donc j'ai déjà fait des produits pour 150 000 euros pour un client précis qui voulait un cahier des charges très précis. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut avoir, c'est ce qu'on fait nous, on teste le même produit à 500 000, on teste le même produit à 1 million d'euros. La norme est plutôt à 500, on a des produits sur mesure, je vous ai dit à peu près 700 produits, à peu près pour 1,5 milliard. Donc la taille moyenne est de 2 millions, donc on a évidemment des tickets beaucoup plus importants puisqu'on couvre aussi des institutionnels aujourd'hui. Et c'est vrai que finalement, on arrive à créer le même service pour différents volumes, différents montants. Si on voit que ce n'est pas cohérent, c'est là qu'on intervient en disant ça n'a pas de sens, la structure est trop abîmée,
Elle peut l'être d'une certaine façon. Un volume est moins important, le produit peut l'être un petit peu moins à cause de ses frais fixes. Et donc là, encore une fois, on a entre guillemets une équipe qui va veiller à ça et faire en sorte que on garde la cohérence du produit et la qualité. La gestion de trésorerie des entreprises, qui est aussi un sujet qu'on peut évoquer rapidement, disons, permet quand même de faire du dédié à 10, 15, 20, 30, 50 millions d'euros assez rapidement. On sort là de 2-3 produits avec des volumétriques tout à fait engageantes. Dédié, capital garanti, c'est un peu plus difficile parce que la courbe des taux étant ce qu'elle est. Mais disons, voilà, on arrive à répondre à des cahiers des charges avec des volumétries très importantes sur le dédié, gestion de trésorerie d'entreprise, de petite institutionnelle. En ce moment, qu'est-ce qui est demandé? C'est quoi qui est trendy? Vos clients, vos interlocuteurs vous demandent... Des noms lisibles. Nous, c'est vraiment... La lisibilité. La lisibilité. On a besoin d'être assuré, de savoir où on va. Je vais vous donner un scoop, quand même chez nous, ils ne savent pas encore. On est en train alors, ils vont nous copier. Ils vont s'inspirer. Mais peut-être on s'inspire des meilleurs, on refuse de personne. Merci, avec plaisir pour vendre notre marque. S'inspire des meilleurs, il a dit. Donc, on regarde quelque chose qui est dans l'air du temps, les GAFA, quoi, disons. Donc, on regarde, ça c'est lisible, quoi, disons. Tu allais à Google, Amazon, Facebook, Apple. Je vais être désagréable, mais... Le cas échéant, je ne sais pas si c'est lisible, mais en tous les cas, c'est à la mode. C'est à la mode. C'est-à-dire que quand on en parle, tout le monde comprend de quoi on parle. Jérémy voulait... Alors, le thème de la trésorerie d'entreprise, je pense que c'est un acte fort et très important qui s'est énormément développé. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 3-4 ans. Les CGP s'y ont mis et je trouve que c'est une bonne démarche. Aujourd'hui, il y a une certaine liberté d'expression. C'est le cabinet de gestion de patrimoine qui est une de leurs forces, clairement. Et c'est vrai que le contexte de taux fait que les banques ne peuvent plus vraiment délivrer de rentabilité sur des livrets, que le contrat de capi, personne moral fonds gros, plus personne n'a vraiment envie d'y aller. Et donc, il faut se créer finalement un peu plus d'idées, un peu plus d'innovation pour réussir à faire quelque chose de cet environnement-là. Et j'en suis assez convaincu, puisqu'on a réussi à le faire, que c'est possible. Évidemment, toutes choses égales par ailleurs. Si je vous promets une promesse à 10% en capital garanti, posez-vous des questions. Et c'est vrai que c'est vraiment de manière très simple, comparaison, toutes choses égales par ailleurs. Votre argent aujourd'hui peut vous coûter de l'argent. Le placer peut vous permettre de ne pas en payer et donc trouver des solutions par rapport à ça. Jérémy, en 15 secondes, une réponse capital garanti 100% par l'émetteur à maturité, puisqu'on a parlé des éléments de valorisation. Aujourd'hui, avoir du 0,35 annuel, c'est miraculeux. Il y a un aléa quelque part, pendant la durée de vie, disons. Voilà. Mais c'est possible. Jérémy, est-ce que vous ressentez le même phénomène que ce que présentait Pascal, qui disait, oui, les gens ont besoin de lisibilité, ont besoin d'être rassurés un peu, vous parlez des sous-jacents. Vous ressentez la même chose parmi vos clients, vos partenaires? Pas spécifiquement maintenant. Je pense qu'il y a un manque de visibilité dans le marché. Je pense que c'est plus là-dessus qu'on voit un peu de doute. Est-ce que ce marché-là va tenir? Le Covid, c'est pas vraiment sorti. Donc, il y a plus de l'analyse fondamentale en fait, qui entre en jeu. Et en soi, on peut créer des solutions qui vont permettre, entre guillemets, de gagner du temps et de jouer ce temps qui peut être un peu plus long qu'à l'accoutumée. Et c'est vrai qu'on travaille essentiellement des structures aujourd'hui qui se veulent défensives, soit par une distribution partielle de coupons, ce qui est assez connu dans notre marché, de profiter ponctuellement d'une baisse, c'est l'une de nos forces, autant en profiter, mais également d'aller chercher des niveaux de remboursement qui peuvent être un peu plus malins en essayant de trouver un point d'entrée plus attractif sur un moyen terme plutôt qu'à court terme et essayer de faire en sorte finalement que notre durée d'investissement, garder toujours garder le volant, donc une durée assez courte. On va bientôt arriver au terme de notre atelier. J'ai envie de vous demander deux choses. Le produit structuré que vous avez vu dans votre carrière, que vous avez trouvé le plus inspirant, le plus beau. Et puis si c'est un produit qui n'est pas de votre maison, c'est bien, c'est mieux. Mais ça peut être de votre maison, mais il faut m'expliquer. Alors, vous ne me faites pas... On va te perdre là. Non, mais faut être simple, faut être clair. Et puis, en conclusion, j'aimerais que l'un comme l'autre, en 20 secondes, ça va être difficile pour Jérémy, mais en 20 secondes, vous rappeliez votre proposition de valeur sur ce segment des produits structurés. Allez, le produit... Est-ce qu'il y a un produit qui... c'est un produit que j'aurais aimé faire. Oui, mais c'est un produit alors on l'a fait, mais bien d'autres aussi, disons. Oui. Vous verrez de niveau extrêmement simple, disons. Sur ces autocols Eurostock 50. D'accord. Toujours avec le même sous-jacent. Il y a des périodes de constatation qui peuvent être trimestrielles, annuelles, semestrielles, et ainsi de suite. Par contre,
pour justement rentrer dans la logique du fonds en euros, donc une bonne alternative au fonds en euros, il fallait trouver en fin de compte une structure qui couponne quand même. C'est-à-dire, en fin de compte, qui pendant la durée de vie présente quand même un coupon et pas seulement un aléa sur une barrière de rappel. Donc en fin de compte, on a commercialisé des autocalls avec des couloirs, des ranges. C'est-à-dire, chaque année, si l'Eurostoxx 50 est entre, par exemple, 80% et 120% de son niveau initial, le coupon est quand même payé. D'accord. Et la structure continue. Donc voilà, ces structures à couloir, je les trouvais pas mal parce qu'elles apportaient une vraie lisibilité sur l'alternative du fonds en euros. Là, on est plus dans la sémantique du fonds en euros. Avec un aléa supplémentaire, c'est-à-dire le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire on est rappelé si on est au-dessus, quoi. Disons avec un coupon supplémentaire. Mais c'est beau, c'est vrai, il y a une beauté. Je ne sais pas si c'est beau, mais il y a une logique. Il y a une logique. Ouais. Ok. Voilà. Jérémy, je pense qu'on synthèse. On a un produit phare. C'est pas gentil ça. Allez, on a un produit phare qu'on a beaucoup commercialisé depuis 2015, qu'on a appelé Zen d'ailleurs à l'époque, avant de se faire toquer. C'était un produit finalement qui allait distribuer partiellement un coupon et qui allait mémoriser le reste. C'est-à-dire que vous allez distribuer chaque année la moitié du coupon et garder en mémoire, donc capitaliser le reste du rentabilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux impacts. Le premier, répondre à la contrainte du client à la fin de l'année. Votre produit structuré, il a fait quoi ? J'ai délivré mieux que le fonds euro. Première question que j'ai répondu finalement, et donc il faut garder le produit. Et puis de l'autre côté, cet effet mémoire qui va venir un peu bonifier la valorisation, puisque les années passant, l'effet mémoire va se valoriser et donc de permettre finalement d'avoir une liquidité dans le produit. Donc c'est un produit que je trouve tout terrain, qui fait beaucoup de sens, qu'on a mis en place depuis un certain moment et qui a connu quand même son succès. Et sa justification. Et ça rejoint la même philosophie que ce que présentait Pascal, le besoin quand même d'accompagner l'investisseur et entre guillemets de le rassurer. Et qui tente le 20 secondes Oui. Votre proposition de valeur en 20 secondes, Pascal. Simple, compréhensible, évolutif, l'ADN du groupe du Crédit Mutuel. D'accord. Beaucoup de pédagogie. Ok, 8 secondes, 7 secondes même pas. Merci, c'est bon. Jérémy, allez, crois pas du tout. Votre proposition de valeur. Non, nous, d'abord, les convictions. Donc, une équipe basée d'abord sur des convictions. Deuxièmement, l'ingénierie sur mesure, donc qui est là pour décrypter les mauvais produits des bons. Ouais. Troisième point, l'architecture ouverte. Savoir choisir la bonne contrepartie et enfin le suivi. Ok, c'est bien. Très bien. On est en dessous de 20 secondes. Pascal Schmitter, merci. Jérémy Sayada, merci à l'un et à l'autre d'avoir été avec nous. Et on se retrouve bientôt pour un autre atelier. Merci.